L'humain sous brevet. C'est une expression qui sonne un peu comme de la science-fiction, hein. Ah oui, carrément. Mais c'est pourtant au cœur d'un texte du sociologue Pierre Frazer. Et selon lui, c'est peut-être la direction qu'on est en train de prendre. C'est ça. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur son analyse. Elle est intitulée « L'humain sous brevet, le projet implicite de la Guilde des ingénieurs de la vie ». L'idée, c'est de décortiquer comment, d'après lui, la course technologique actuelle pourrait nous mener vers un humain augmenté. Et surtout, ce que ça implique pour nous, pour notre identité. Exactement, individuellement et en tant que société. C'est un texte qui bouscule pas mal, en effet. Pour bien suivre son raisonnement, il faut voir qu'il repose sur 4 grandes forces, 4 tendances lourdes qu'il observe. D'accord. Il parle d'abord de l'accélération technologique, ensuite de la convergence de ces technologies. Il y a aussi l'augmentation de notre espérance de vie. Et puis un point qui est vraiment central chez lui. Oui. C'est le fait que l'évolution humaine passe en quelque sorte des mains de la nature à celle d'une petite élite. C'est elle qu'il appelle la fameuse Guilde des ingénieurs de la vie. D'accord. C'est un programme assez chargé. Oui, alors pour aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les 2 premiers points, l'accélération et la convergence, parce que c'est vraiment là que tout commence. Parfait. Alors, cette idée d'accélération, on la ressent tous les jours. Nos téléphones sont obsolètes en 2 ans, mais Fraser en fait un concept un peu plus formel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il part de ce constat que tout s'accélère, mais il montre qu'on a fini par l'intégrer comme une normalité. C'est devenu le bruit de fond de nos vies. On l'accepte, en fait. On l'accepte parce que ça vient avec une promesse, celle de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et pour illustrer comment cette accélération fonctionne de manière presque invisible, il prend un exemple que tout le monde connaît, la correction de la vue. Ah, c'est un bon exemple, ça. Ça part de quelque chose de très simple. Exactement. Il montre que c'est une croissance qu'il appelle incrémentale. Pensez-y, on commence avec les lunettes, une technologie simple, stable, Oui, puis sur des décennies, on voit l'évolution des lentilles de contact. Ça a commencé avec des prototypes en verre soufflé, lourds et sûrement horribles à porter. on imagine la scène. Ça devait être plus de la torture que du confort à ce stade. Très probablement, oui. J'en ai passé au plastique, puis à l'hydrogel, ce qui a permis les lentilles souples qu'on connaît. Et depuis, les améliorations n'ont jamais cessé. Lentilles jetables, protection UV, bifocale. C'est ça. Chaque nouvelle version est juste un petit peu meilleure que la précédente. Ce n'est pas une révolution à chaque fois. C'est une lente, très lente accumulation de progrès. Et j'imagine que cette accumulation nous mène ailleurs. On ne s'arrête pas aux lentilles. C'est exactement là que la courbe s'emballe. Une fois qu'on a amélioré la prothèse externe, la logique suivante, c'est quoi? C'est de s'en passer. La chirurgie au laser. Voilà. Et l'étape d'après, c'est de réparer des problèmes encore plus graves. On développe des rétines artificielles pour certains types de cécité, ou même des microtélescopes qu'on implante directement dans l'œil. D'accord. On voit la trajectoire. On passe d'une aide externe à une réparation interne, de plus en plus intégrée au corps. La trajectoire est très claire. On va de l'aide à la réparation. Mais si la technologie continue de progresser de façon exponentielle, comme le dit cette loi du retour accéléré de Ray Kurzweil que Fraser cite, est-ce que ça s'arrête vraiment à la réparation? C'est précisément la question que pose Fraser. Et sa réponse, c'est non. C'est le point de bascule. Une fois qu'on maîtrise la technologie pour réparer un œil, La question suivante devient inévitable? inévitable. Pourquoi ne pas m'améliorer? Pourquoi ne pas le rendre meilleur que l'original? Et là, on entre dans le domaine de l'augmentation pure et simple. Complètement. Fraser énumère les possibilités qui semblent alors logiques. Un œil qui pourrait voir la nuit, par exemple, ou dans l'infrarouge. Un œil avec une fonction zoom intégrée. Carrément. Ouh, encore plus loin, un œil connecté à un réseau qui pourrait enregistrer ou diffuser ce qu'il voit en temps réel. La frontière entre réparer et augmenter devient tout à coup très très floue. Et ce qui est fascinant, c'est que ce glissement se fait presque sans qu'on s'en rende compte. Personne ne va manifester contre une technologie qui rend la vue à un aveugle. Et voilà le moteur de tout le processus selon Fraser. Il analyse ce mécanisme éthique. Rendre la vue, c'est un impératif moral quasi universel, on est d'accord? Bien sûr. Et cet impératif justifie des recherches massives dans des tas de domaines qui, à première vue, n'ont rien à voir les uns avec les autres. La microélectronique, la science des matériaux, les biotechnologies, les nanotechnologies, tous ces champs de recherche avancent pour atteindre ce but prénoble. Donc, si je comprends bien, en essayant de résoudre un problème très respectable, on crée, sans vraiment le vouloir, une convergence de toutes ces technologies et on se retrouve avec une boîte à outils surpuissante
qui peut servir à bien d'autres choses. C'est exactement ça. C'est ce qu'il appelle la convergence technologique. Motivée par la thérapie, elle ouvre la porte à l'augmentation. Une fois que la technologie existe, qu'elle est testée, validée, l'idée de l'utiliser pour faire mieux que la nature devient presque une évidence. Le débat de fond n'a même pas lieu en fait. Non, il n'a pas lieu car la technologie est déjà là. Elle est déjà acceptée socialement. Et une fois cette porte ouverte, les conséquences sociales que Fraser décrit sont énormes. Il ne parle pas juste d'un petit avantage au travail. Non, on est bien au-delà de ça. Pensez à l'avantage compétitif. Un soldat, un policier ou même un chirurgien avec une vision augmentée, il aurait une supériorité écrasante. Ça crée une pression sociale immédiate. Immédiate. Si votre collègue ou votre concurrent bénéficie de cette technologie, vous allez ressentir une pression énorme pour vous équiper aussi, ne serait-ce que pour rester dans la course. Ça me fait penser à la pression d'avoir le dernier smartphone. Ce n'est pas juste une question de performance, c'est l'angoisse d'être laissé pour compte. Fraser semble dire que cette même angoisse va se jouer à un niveau biologique. C'est une excellente analogie. Il parle d'une peur d'être socialement déclassé. Et ça mène directement à une autre de ses craintes, une nouvelle forme de stratification sociale. Ah oui, il est réaliste, hein. Il sait que la production de masse rendra certaines de ces technologies de base accessibles. Mais comme pour les voitures ou les téléphones aujourd'hui, il y aura toujours le modèle standard et puis le modèle haut de gamme. La version de pointe. La version de pointe, réservée à une élite fortunée. Sauf qu'ici, l'écart ne sera plus seulement économique, il sera potentiellement biologique. On parle d'un fossé entre les naturels et les augmentés. Ou entre les augmentés version 1.0 et les augmentés version 5.0. Et ce qui est subtil dans l'analyse de Fraser, c'est qu'il dit que chaque innovation prise isolément ne semble pas si grave. Un implant oculaire, ça améliore la vue, et alors ? D'accord. Mais l'effet cumulé, à l'échelle d'une société, est transformateur. Il a cette phrase très forte, « L'individu ou la société d'avant l'innovation ne sont plus tout à fait l'individu ou la société d'après l'innovation. Chaque petit pas, l'air de rien, nous change en profondeur. » Et c'est sur cette idée de changement de l'individu qu'il s'oppose frontalement à des penseurs comme Ray Kurzweil. Pour illustrer ça, il utilise une petite expérience de pensée. L'histoire d'un homme qui s'appelle Jack. Oui, le paradoxe de Jack, c'est vraiment le cœur de sa critique de la vision transhumaniste un peu trop optimiste. Racontons-la, c'est intéressant. Kurzweil nous demande d'imaginer Jack. Au début, Jack a des problèmes d'audition, alors il reçoit un implant cochléaire. On demande à son entourage « Est-ce que c'est toujours le même Jack ?» Et tout le monde répond « Oui, bien sûr ». Évidemment. Quelques années plus tard, une technologie bien meilleure sort. Il se fait réopérer. Toujours le même Jack. Oui. Puis il reçoit un implant pour corriger sa vue. Toujours Jack. Et le processus continue, avec des technologies de plus en plus... Radical. Exactement. Et là vient l'étape cruciale. La mémoire de Jack commence à lui jouer des tours. Il se fait donc poser un implant mémoriel qui décuple ses capacités. Il se souvient de tout instantanément avec une précision parfaite. Là, ça doit changer un peu la personne. Justement. Son entourage remarque une différence, une qualité nouvelle chez lui. Mais la conclusion reste la même. C'est toujours le bon vieux Jack, avec le même caractère, le même humour. Pour Kurzweil, la preuve est faite. On peut augmenter l'humain, mais son essence, son identité reste intacte. Bon sens, sa première vie. Mais c'est là que l'analyse de Fraser, en tant que sociologue, devient redoutable. C'est là qu'il n'est pas d'accord. Pas du tout. Il pose une question simple. Si la loi du retour accéléré s'applique à la technologie, pourquoi est-ce qu'elle ne s'appliquerait pas à la personne qui intègre cette technologie ? Pour lui, les deux sont inséparables. L'humain et son outil évoluent ensemble. Voilà. Et pour le prouver, il utilise un concept sociologique, celui de rôle social, développé par Talcott Parsons. Un rôle social, c'est un peu le personnage qu'on joue dans la pièce de théâtre de la société. C'est défini par notre statut, notre état, nos relations. D'accord. Avant son implant, Jack jouait consciemment ou non le rôle social de la personne malentendue. Attends, donc son argument, ce n'est pas que l'implant lui-même change la personnalité de Jack, mais que c'est la façon dont la société le perçoit et interagit avec lui après l'implant qu'il transforme. C'est précisément le cœur de son argument. Ce rôle de malentendant façonnait ses interactions de tous les jours. Il devait peut-être faire répéter les gens, se concentrer plus, éviter les endroits bruyants. Bien sûr. Tout ça, ça définissait une partie de son être social. Le jour où il reçoit son implant et qu'il entend parfaitement, il sort de ce rôle. Il n'est plus Jack le malentendant. Et donc il change.
En changeant de rôle, son comportement et ses interactions changent. Il n'est donc plus tout à fait le même Jack, parce que son identité sociale a été redéfinie. C'est très puissant comme idée. Le simple fait d'entendre à nouveau le transforme en tant qu'être social. Et si ce raisonnement est valable pour un simple plan auditif, qu'est-ce que ça veut dire pour l'implant qui décuple sa mémoire? La transformation doit être bien plus radicale. C'est la conclusion logique et vertigineuse de Fraser. Il fait une analogie, un événement purement externe, comme un revers de fortune, qui vous fait perdre votre statut social, ça peut changer une personne en profondeur. Ah oui, complètement. Vos habitudes, vos relations, vos préoccupations, tout est chamboulé. Si un changement externe peut avoir un tel effet, une modification directe et interne de vos capacités cognitives ça aura un impact infiniment plus grand. Donc, le bon vieux Jack de Kurzweil, c'est une illusion. Le Jack d'après l'implant mémoriel n'est plus du tout le même. Il est entré, tout comme la technologie qu'il porte, dans son propre processus de retour accéléré. Exactement. Il suit une nouvelle courbe évolutive, détachée de celle de l'humain non augmenté. C'est ça. C'est le point final de sa réfutation. Pour résumer l'analyse de Fraser, on pourrait peut-être retenir 3 idées fortes. Premièrement, le progrès technologique avance par petites étapes, mais son effet global est exponentiel. C'est la loi de Kurzweil. Voilà. Deuxièmement, la quête éthique de réparer l'humain est le cheval de Troie qui ouvre inévitablement la porte à son amélioration. Et troisièmement, le point le plus important, Le plus important, ces améliorations ne sont pas de simples ajouts, comme installer une nouvelle application sur un téléphone. Elles transforment en profondeur le rôle social et donc l'identité de l'individu. La personne qui intègre ces technologies s'engage sur une trajectoire évolutive qui est nouvelle et surtout accélérée. l'analyse de Fraser nous laisse sur une pensée assez glaçante. Si l'évolution humaine quitte le domaine lent et hasardeux de la sélection naturelle pour entrer dans celui de l'ingénierie, du marketing et des brevets, dirigé par ce qu'il appelle cette fameuse guilde des ingénieurs de la vie, Alors la nature même de la question change. oui, la question n'est plus seulement de savoir si nous allons changer, mais bien de savoir qui dessinera les plans de la prochaine version de l'humain. Et surtout, sur la base de quels critères? Le profit? L'efficacité? C'est peut-être ça le vrai sens de l'humain sous brevet.